Bonjour ici Salut là-bas. et bienvenue sur François et LCP dans votre nouvelle émission citoyenne. Flash Talk, ça se passe en bas de chez vous. 1 heure de débat, 1 heure pendant laquelle vous avez la parole. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou avec nous et nos invités pendant le débat, vous avez toutes et tous la parole. Vous êtes toutes et tous les bienvenus. 2 fois par mois, Flash Talk vous donne rendez-vous à un horaire et un lieu précis pour débattre des sujets qui vous tiennent à cœur. Et pour savoir où et comment ça se passe, vous gardez un œil sur le hashtag FlashTalk. Cette fois, c'est l'université Paris 8 qui nous accueille tout simplement pour parler d'écologie. Peut-elle sauver le monde ou le combat pour l'environnement est-il déjà perdu d'avance à quelques semaines de la COP21? Les écolos n'en font-ils pas un peu trop? Je poste FlashTalk, c'est maintenant. On vous attend. C'est envoyé? C'est parti. Eh bien, le temps de déballer nos caméras et on vous attend. Flash Talk, c'est l'émission qui vous donne rendez-vous en bas de chez vous pour vous donner la parole, mais aussi sur les réseaux sociaux. Hashtag Flash Talk, 2 fois par mois, un sujet, un débat en place publique. Et aujourd'hui, on s'est donné rendez-vous dans le hall de l'université Paris 8 à Saint-Denis pour parler écologie. Et oui, pas une pub sans un label écolo, pas une semaine sans un coup de force de Greenpeace ou une autre organisation de protection de l'environnement, pas un mois sans que le débat sur le nucléaire refasse surface. Pourtant, 23,7% des Français se désintéressent des questions environnementales. Alors, les écologistes de tous bords n'en font-ils pas un petit peu trop? C'est la question que nous allons poser à nos 3 invités. Et oui, Elliot Lepers, bonjour. Vous étiez membre d'Europe Écologie Les Verts. Vous avez mené la campagne numérique d'Eva Joly en 2012. Vous avez récemment lancé le contre-référendum de gauche face à celui du PS. C'était d'ailleurs très réussi. Et vous êtes l'inventeur de cette formidable appli 90 jours pour réduire à son rythme son empreinte écologique. Il y a aussi ici Benoît Hartmann, bonjour. Bonjour. Vous êtes le porte-parole de France Nature Environnement, une fédération qui regroupe plus de 3000 associations en France. Par exemple, pour vous, le diesel reste encore dangereux et vous estimez que la priorité donnée à l'écologie dans les discours n'est pas forcément dans les faits. Et enfin, Drieux Godefriedi, bonjour. Vous êtes docteur en philosophie. Vous avez créé l'Institut Hayek à Bruxelles, un think tank très libéral. Et on vous connaît surtout pour vos prises de position très climato-sceptiques. Vous luttez contre le consensus prévalant au sein du GIEC. Vous dites même que ses membres se trompent sur leurs prévisions. Vous ne parlez pas de réchauffement, mais de réchauffisme, qui serait pour vous une imposture intellectuelle de la science moderne. Vous nous expliquerez tout ça pendant le débat. Merci messieurs en tout cas de participer à cette discussion. Et je n'oublie pas notre 4e invité, Valérie, le public qui est tout autour de nous, qui a répondu présent à l'invitation du hashtag FlashTalk. Et d'ailleurs, je m'en vais le voir là tout de suite. Et d'ailleurs, le public a répondu à un petit sondage via News République. Est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop avec l'écologie? Vous êtes 64% à penser que non, c'est un sujet vital pour notre avenir. 27% à dire que ça suffit d'être trop alarmiste. Et 9% des personnes interrogées se déclarent ne pas être prêtes à modifier leur comportement. Par exemple, Valérie, il y a Adam qui a répondu à notre appel hashtag FlashTalk. Toi, si tu avais dû répondre à ce sondage, tu aurais dit quoi? Plutôt alarmiste, plutôt c'est vital, ou alors moi je suis pas prêt à changer mes habitudes? Moi, je pense que je serais pas prête du tout à changer mes habitudes, mais quand j'entends parler d'une application, moi je sais que les applications c'est plutôt quelque chose qui est facile d'accès. Et si j'en avais entendu parler, peut-être que j'aurais pu trouver le temps. Mais je pense que même si je trouvais le temps à l'écologie ou à essayer de changer mes habitudes, à la fin, je penserais que ce temps serait plus utile à faire, pour faire autre chose. Voilà qui augure en tout cas d'un bon débat. Exactement. Alors, l'homme serait le premier responsable du phénomène dont il est victime, le réchauffement climatique. Pourquoi et comment? Juliette Jean vous explique tout en chiffres et en animation. C'est le Data Flash. Il faudra presque 2 planètes Terre pour subvenir aux besoins de l'humanité. Les ressources naturelles renouvelables disponibles chaque année sont épuisées de plus en plus tôt. Le jour de dépassement, en 2015, c'était en août. Mais qui est coupable? C'est nous. La principale cause de l'épuisement des ressources et du réchauffement climatique serait l'activité humaine. Une activité qui consomme à profusion les énergies fossiles. Le charbon, le gaz et le pétrole dégagent à eux seuls 75% du CO2, principal responsable de l'effet de serre.
par nos déplacements, en allumant le chauffage, en faisant couler l'eau chaude, en oubliant d'éteindre la lumière, nous polluons la planète. Un Français émet en moyenne 9 tonnes d'équivalent CO2 par an, soit 24 kilos par jour. Les températures montent et 9 catastrophes sur 10 se déclenchent à cause du réchauffement climatique. La baisse des ressources en eau potable, l'élévation du niveau des mers, les inondations, les cyclones, les ouragans menacent des milliards d'êtres humains. Ces catastrophes naturelles entraînent déjà des déplacements de populations qui risquent de se multiplier à l'avenir. Citoyens, politiques, médias alertent chaque jour le monde entier sur les dangers liés à la non-protection de la planète. Et pourtant, un Français sur 4 se désintéresse des enjeux liés à l'environnement. Alors, Elliot Lepère, je vais commencer avec vous. Comment vous expliquez ces chiffres? Comment on en est arrivé à un tel point de rupture avec notre propre planète? La question, c'est pourquoi est-ce que la planète va mal ou pourquoi est-ce qu'on ne se rend pas compte qu'elle va mal? Parce que c'est deux questions différentes. Il faut comprendre qu'en 40 ans, on a détruit ce que la planète avait réussi à construire pendant des milliers d'années. Et c'est vrai que depuis qu'on a globalement inventé l'industrie, pour schématiser, depuis qu'on utilise du pétrole, on a fait bien pire que ce qu'on avait réussi à préserver pendant des centaines d'années. C'est ça qu'il faut garder en tête. Et effectivement, on a été très rapide dans la destruction de l'environnement. En fait, la découverte du pétrole, c'est un peu une anomalie historique. À partir du moment où on a du pétrole, on se dit, regardez, ce truc assez magique, on peut se déplacer, on peut faire du feu. Effectivement, c'est assez magique. C'est à peu près pareil avec l'uranium pour le nucléaire. Ouais. Bon. Voilà un des premiers problèmes, c'est la différence entre les milliers d'années que ça a nécessité pour se fabriquer et les quelques secondes qu'on les utilise dans un moteur ou pour faire de l'électricité. Très bien. Benoît Hartmann, on ne se rend pas assez compte aujourd'hui de ces catastrophes climatiques? Alors, je pense qu'on se rend tous compte des catastrophes. Faire le lien avec le changement climatique, c'est compliqué. Ça prend du temps. Il faut avoir des séries statistiques longues pour se dire, bah oui, cet événement-là, climatique, cette inondation, elle était bien l'une parmi beaucoup qui se sont succédés et qui ont bien prouvé que c'était lié au dérèglement climatique. Est-ce que nous, on s'en rend pas suffisamment compte? Je ne crois pas. Je crois qu'on a conscience, simplement qu'on se sent très impuissant. Et que souvent, quand on se sent impuissant face à un problème, on a tendance au déni, à dire non, mais moi, j'y peux rien, ça n'existe pas, c'est pas un vrai problème, parce qu'on se sent impuissant. En fait, il faut que tous, on ait conscience du fait qu'on y peut quelque chose et que, oui, à notre échelle, on peut faire quelque chose. Oui, notre action dégrade la situation, mais notre action, de la même manière, peut améliorer la situation. Si on décide, par exemple, de ne pas changer les comportements, j'entendais tout à l'heure un de vos intervenants dire « Moi, je ne suis pas prêt à changer mes comportements », eh bien, il a raison s'il se transporte déjà en transport en commun. C'est-à-dire que ne change pas tes comportements si déjà tu vas au bahut en transport en commun, continue à faire comme ça, ne t'achète pas de voiture si tu peux t'en passer, et c'est pas je vais devoir me sacrifier, je vais devoir arrêter de vivre comme j'ai envie de vivre. Non, il va falloir vivre simplement en responsabilité, accepter que nos choix ont des conséquences et qu'il faut qu'on pose nos choix en conscience. Mais par contre, c'est vrai que nos choix ne suffisent pas non plus à sauver la planète. Et c'est important que ce soit au niveau global et au niveau des États aussi. Bien sûr. Est-ce que vous êtes d'accord, Drieux Godfridi, avec ce qui vient de se dire déjà en préambule, sur le constat même que l'on fait? Ce sont des généralités, donc c'est difficile de ne pas être d'accord avec un certain nombre de ces généralités. Maintenant, le cas du pétrole est intéressant puisqu'il y avait une organisation qui s'appelait le Club de Rome et qui avait annoncé en 1980 l'épuisement incessamment sous peu, je dirais, des ressources de pétrole. Maintenant, le discours a complètement changé. Il consiste à dire que c'est pour la sauvegarde de la planète qu'il ne faut pas consommer les réserves de pétrole qui restent en réalité absolument considérables. À la fois, en 1980, on disait que le pétrole allait s'épuiser dans les années suivantes, et maintenant, on en est à dire qu'en réalité, pas du tout. Factuellement, d'ailleurs, c'était une projection, je dirais, qui était erronée, mais que nous devons, pour des raisons écologiques, laisser ce pétrole dans la Terre. Ce qui est une thèse que je ne partage pas nécessairement, mais il faut voir l'évolution du discours. Donc le discours de M. Lepers ici date quelque peu, je dirais, par rapport à l'évolution technologique. Et je vous le dis, je pourrais intervenir un petit peu n'importe quand dans cette émission, puisque le public aussi a priorité, ma chère Valérie. Il intervient de n'importe où, ici à l'université Paris 8. Et je suis avec Yurick, que ça fait déjà réagir et qui a une question très précise à poser. Oui, bonjour Monsieur Drieux. C'était une question un peu plus philosophique sur l'écologie, sachant que normalement ça doit concerner tout le monde, sachant qu'on est des êtres humains. Il y a un impact direct vers nos maisons. Maintenant qu'il y a une fonte des glaces qui est progressive, aux États-Unis, il n'y a pas de parti écologique. La politique de l'écologie, elle est valable pour tout le monde. Sachant qu'en France, on a un parti écolo qui est là depuis plus de 20 ans
et qui ne fait malheureusement, excusez-moi, pas énormément de grand-chose, mais pas des choses conséquentes. Sous le contrôle de monsieur Lepers, qui était directeur de campagne d'Evangélie de même. Une question à monsieur Drieux, vous pouvez lui répondre en disant... Oui, je vais lui répondre très, très volontiers. 2 éléments de réponse. Le premier, c'est qu'il y a effectivement des choses qui doivent être faites, qui peuvent être faites sur le plan collectif. Par exemple, l'isolation des habitations, ce n'est pas un projet qui est très excitant, ce n'est pas très sexy, mais en termes de résultats concrets, c'est infiniment plus important que d'autres considérations qu'on peut avoir. Par contre, sur la fonte des glaces, que je ne suis pas physicien, je suis docteur en philosophie et juriste, donc je n'ai pas d'avis sur la question du climat en tant que tel, mais si vous regardez les dernières données de la NASA qui ont été publiées il y a 3 ou 4 jours, elles indiquent qu'il y a un accroissement du volume global des glaces, aussi bien au pôle Nord qu'au pôle Sud. Donc ce sont des choses, je crois, qu'on doit regarder avec un esprit critique, même si aujourd'hui le discours général, effectivement, est unanimiste et va dans la même direction, quoi. Vous avez un problème avec ce discours-là, Benoît Hartmann ? Le problème, c'est que là, il parle d'un phénomène qui est saisonnier, c'est-à-dire que la disparition saisonnière d'une partie de la calotte glaciaire au pôle Nord, il est observé, il est observable. On a un petit problème, c'est que quand vous avez des particules fines noires, par exemple, le diesel, ça fait des petites particules fines, qui se déposent à la surface d'un glacier, ça accélère sa fonte parce que ça change son albédo. Un peu la différence entre une voiture noire et une voiture blanche. Vous voyez, il fait beaucoup plus chaud dans une voiture noire. Si vous faites fondre un petit peu d'eau sur la surface d'un glacier et que cette eau, elle creuse une petite rigole, qu'elle s'enfonce dedans, elle va former un coin en regelant et elle va casser des très très grands icebergs. On a vu des icebergs plus grands que la Corse se décrocher. Ce qu'il faut se poser comme question, c'est de se dire, on a des phénomènes qui sont nouveaux, des phénomènes climatiques nouveaux, et on essaye d'en trouver les origines. Qu'est-ce qui a changé depuis qu'on observe le climat et qu'on essaye d'observer son évolution? Eh bien, ce qui a changé, c'est l'intervention humaine. Si on divise par 2 nos besoins en énergie, je vous assure que les énergies renouvelables, ça y suffira très largement. Donc, la vraie question, c'est pourquoi on a des gens qui nous tiennent un discours de dire oui, alors les écologistes, c'est l'écologie du sacrifice, on va vivre moins bien. Moi, je vous dis que vous allez vivre chez vous sans avoir à payer de facture d'électricité parce que vous aurez même plus besoin de vous chauffer. Est-ce que c'est vivre moins bien? Vous allez vivre plus près de l'endroit où vous bossez, donc vous allez éviter des déplacements quotidiens très lointains. Est-ce que c'est vivre moins bien? Ces choix-là, c'est des choix sans regret. Ils sont bons pour le climat, ils sont bons pour mon porte-monnaie, ils sont bons pour l'économie aussi parce que mine de rien, ça crée une nouvelle manière de consommer et une nouvelle manière d'être ensemble. Et pourquoi on ne vous entend pas? Pourquoi on ne les entend pas? On l'entend beaucoup, là, moins qu'on baiser, franchement, par rapport Alors d'habitude, on nous entend pas beaucoup, parce que d'abord le discours de responsabilité, il n'est pas très simple, de dire que je dois assumer mes responsabilités. C'est pas un discours qui est très populiste. C'est plus simple de dire on vous ment, ne faites rien, continuez comme avant. Moi, de toute façon, je gagne ma vie. Le titre de votre émission m'a amusé. Est-ce qu'on en fait trop? Quand je vois la qualité de l'air que je respire, que je sais que mon air est cancérigène en ville, quand je vois la qualité des nappes phréatiques en France, quand je vois un peu la situation écologique, comment peut-on penser qu'on en fait trop? Vous pouvez évidemment lui répondre. Vous aviez envie de réagir? Non, je trouve intéressant ce que disait monsieur, mais au-delà de ça, je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. Si on regarde les rapports du GIEC que je lis patiemment maintenant depuis de longues années, il y en a eu 5, le dernier fait 3000 pages, il y a une question par exemple qui est assez intéressante, qui est celle des alternatives. Aujourd'hui, il y a des énergies renouvelables dans un certain nombre de pays européens que parce qu'elles sont massivement subventionnées par le contribuable. Le pétrole est massivement subventionné. Je sais que c'est un débat. À hauteur de 5 300 milliards. Et donc le GIEC, par exemple, parmi les alternatives, examine celle du nucléaire. Je ne pense pas qu'on puisse mettre dans le même sac. Est subventionné. Mais je ne pense pas qu'on puisse mettre dans le même sac les hydrocarbures, donc le gaz et le pétrole, et le nucléaire, en balayant tout ça d'un revers de la main. Le GIEC, en tout cas, ne le fait pas. Et le GIEC n'est pas véritablement ce qu'on peut appeler un lobby en faveur des énergies fossiles ou du nucléaire. Donc je pense que c'est des questions que nous devons aborder avec nuance et en se tenant éloigné de slogans qui consistent à dire qu'on va balayer d'un revers de la main tout ce que nous faisons maintenant et qui fonctionne indubitablement, en tenant compte aussi, attention, il y a quand même un élément fondamental, même maintenant c'est à moi, il y a quand même un élément fondamental à prendre en compte, c'est qu'il y a des pays qui se développent aujourd'hui. Nous, l'Occident, nous sommes développés depuis plusieurs dizaines d'années. Il y a des pays comme la Chine, mais je voudrais quand même le dire, je termine rapidement, comme la Chine ou l'Inde, où il y a depuis 10 ou 20 ans des centaines de millions de gens qui se sont sortis de la misère depuis 10 ou 20 ans. On ne parle pas d'il y a 30 ans. Et ces gens aspirent pas nécessairement à vivre exactement comme nous, mais ils ne vont pas accepter qu'on leur dise que du jour au lendemain, pour eux, le développement s'est terminé. Donc je crois qu'il faut envisager ces questions de façon nuancée. Beaucoup de tweets déjà sur le hashtag FlashTalk. Il y a par exemple Audrey qui nous dit « Les voitures électriques sont-elles vraiment plus écologiques? Pour les alimenter, il faut produire plus d'électricité, donc plus de nucléaire. » Ce sont des voitures nucléaires en fait, elle a parfaitement raison.
Aujourd'hui, mesdames et messieurs, dans nos petites vies modernes et bien tranquilles, à notre échelle, nous ne percevons que très peu ces changements. Alors que pouvons-nous faire? Les écolos nous réveillent et nous poussent à modifier nos comportements, à changer nos habitudes. Mais pour quel résultat? Notre ami Dikosh s'est soudainement révélé être plus écolo que les écolos radicaux. C'est l'œil de Dikosh. Mais vous êtes complètement fous ici ou quoi? Mais au fait, j'avais pas pensé. On n'est pas bien là? Non, parce que les bougies et la couche d'ozone, ça fait pas bon ménage. L'œil de Dikosh qui fait réagir notre camarade. Présente-toi un petit peu. Salut, je m'appelle Khaled, je suis étudiant en communication à Paris 8. Et toi, qu'est-ce que tu avais envie de nous dire? Moi, c'était sur ce qui parlait sur la question des subventions, des énergies, que ce soit renouvelables ou pas. Moi, c'est une question, vu le contexte d'actualité qu'on a eu, par exemple, avec l'affaire Volkswagen ou l'affaire la Chine qui a un peu menti sur les questions d'émanation de charbon. Pensez-vous pas que maintenant, il faudrait qu'on passe au stade, entre guillemets, de sanctions, vraiment? Il m'a posé la question à moi. Je pense que ça peut être aussi une bonne question pour Benoît Hartmann. Hein. Bien sûr. Alors, juste à propos de la COP21. Et surtout, j'ai juste une dernière chose. Finalement, là, dans les médias, on voit toujours le discours alarmant sur l'écologie. Finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas, vous qui êtes philosophe, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt appliquer la phrase de Spinoza qui dit ni rire ni pleurer, mais comprendre? Bon, ça, je suis entièrement d'accord avec la phrase Voilà, de Spinoza. on peut arrêter l'émission là. Bravo. Oh là là, on a cité Spinoza. Ouais, là, c'est bon, là. Je crois qu'on peut arrêter l'émission. Mais par contre, je vais répondre quand même au point précédent. Par rapport à Volkswagen, vous posez les questions de façon très légitime de savoir s'ils ne méritent pas d'être sanctionnés. Je vous rassure tout de suite, ce sont les Américains qui les ont chopés. La sanction, ils vont l'avoir. Ça fait des dizaines de milliards de dollars qu'ils vont devoir payer. Donc la sanction, ils vont l'avoir. Et là, franchement, c'est normal. Ils ont menti. Attention, ils n'ont pas menti. Encore une fois, il ne faut pas tout mélanger. Ils n'ont pas menti sur les émanations de CO2. Le CO2 n'est pas vraiment le pire des polluants. Oui, c'est vrai qu'aussi le CO2 à la fin. Ils ont menti aussi sur le CO2. Fondamentalement menti sur les particules fines qui sont au-delà des Américains, est-ce que finalement, ça ne serait pas à toutes les nations à travers l'ONU de contrôler toutes les entreprises quoi, au niveau mondial quoi. Du monde entier. Du monde entier quoi. Ça serait plus intéressant, je pense qu'on obtiendrait plus de résultats quoi. D'accord. Alors là, vous avez parfaitement raison, vous êtes dans le sujet de ce qui va se passer à Paris dans un mois. Il y a la COP21, vous avez entendu parler des négociations climat qu'il va y avoir. Ce dont il s'agit, c'est d'avoir ce qu'on appelle un accord contraignant. Alors ça semble d'un vocabulaire de négociation. Comme le protocole de Kyoto. On ne comprend pas bien ce que ça veut dire contraignant. Contraignant, ça veut dire que quand on ne respecte pas ses objectifs, on a une amende. Ouais, mais le problème, quand on ne respecte pas le protocole de l'engagement... Kyoto, il n'a pas été respecté à la finale. Ils avaient prouvé certaines choses, mais personne n'a respecté le protocole de Kyoto. Est-ce qu'on va avoir un Kyoto bis à la finale, c'est ça? Goodbye Kyoto. L'objectif, c'est de ne pas avoir un Kyoto bis, c'est-à-dire de passer l'étape d'après. L'étape d'après, Kyoto, il n'y avait pas de dispositif de sanction qui était prévu. C'était une incitation avec un engagement volontaire des États sans sanction. Là, ce dont il s'agit, c'est d'avoir des États qui disent « je m'engage à faire des choses dans mon pays, mais je m'engage aussi à faire de l'aide ». C'est-à-dire, je suis responsable du réchauffement qui arrive maintenant parce que je suis un pays développé. Les pays en voie de développement ont le droit au développement. Ils ne sont pas obligés de se développer avec des hydrocarbures. Il y a bien des alternatives. Actuellement, les énergies renouvelables sont compétitives, sans subvention. Elles sont compétitives, c'est-à-dire qu'elles sortent un kilowattheure qui est moins cher que le kilowattheure nucléaire et autrement moins dangereux et moins cher même que le pétrole. Mais monsieur pose une vraie question qui est passionnante, c'est comment fait-on pour laisser 85% des hydrocarbures sous terre quand ça rapporte autant? Est-ce qu'ils vont arrêter d'en vendre? Est-ce que ceux qui gagnent tant d'argent avec ces hydrocarbures vont cesser demain, parce qu'on leur a dit c'est dangereux pour le climat et pour notre santé, de les exploiter? Eh bien, probablement non. Et donc, malheureusement, il va falloir des dispositifs qui soient coercitifs pour les empêcher d'exploiter ces hydrocarbures. Un droit de réponse du public. Et juste une dernière question, est-ce que vous ne pensez pas aussi qu'il faudrait réguler, contrôler des organisations type comme l'OPEP pour limiter l'exploitation d'hydrocarbures ou pas? C'est exactement ce que j'étais en train de dire.
C'est exactement ce que j'étais en train de dire, c'est qu'on ne peut pas espérer... Donc du coup, est-ce qu'à un moment, la COP21 va intervenir cette question-là ou pas du tout, quoi? Eh bien, justement, la question, c'est est-ce que la COP21 va tracer ce chemin pour se dire mais comment fait-on pour laisser ces hydrocarbures sous terre alors qu'il y a des intérêts privés? Là où vous avez raison, c'est que sans doute arrivera un moment où on va devoir se dire que c'est tellement géostratégique que sans doute c'est plutôt des questions d'État que de grandes compagnies. C'est pas Total qui doit décider s'il vend encore des hydrocarbures, c'est la France qui décide si oui ou non il veut avoir une très grande compagnie qui ne paye pas d'impôts et qui vend des hydrocarbures à notre détriment à tous. Elliot Lepers, je pense que c'est ça qui est aussi intéressant avec cette COP21, c'est que c'est la première fois qu'on a autant d'États qui sont autour de la table. Vous y croyez vraiment? On parle d'échecs déjà, avant même que ça se passe. Mais c'est normal qu'on parle d'échecs. Évidemment qu'il y aura des échecs et il y aura aussi des réussites. On avait un objectif, l'objectif qui était annoncé de 2 degrés, c'est-à-dire de limiter l'augmentation de la température moyenne à la surface de la Terre de 2 degrés d'ici 2100. On va arriver a priori, d'après ce que donnent les États comme engagement, à 2,7. Évidemment, là-dessus, c'est un échec. Sauf que 2,7, c'est moins que 3,5. Donc en même temps, c'est aussi une part de réussite. On prend conscience trop lentement. C'est ça le problème. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on cherche avec cette COP21? Est-ce qu'il y aura plus d'écolos après la COP21 qu'avant la COP21? Oui. Est-ce que tous les journaux dans le monde entier vont faire des unes sur le climat? Oui. Est-ce qu'on va faire des émissions dans les universités pour parler du climat? Oui. C'est là quelle est la réussite. C'est qu'on progresse. Évidemment, on progresse trop lentement et c'est ça le Mais est-ce vrai que progresser en termes de communication, c'est progresser en termes d'action? Mais évidemment que si tout le monde prend conscience qu'il y a un souci et si tout le monde commence dans l'opinion, tout à l'heure vous parliez, il y a 25% à peu près des Français qui se désintéressent. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a quand même 75% des Français qui s'intéressent. Bien sûr. Et ça, vous le dites pas. Sûr. Et ce chiffre-là, il progresse aussi. C'est que dans notre vie quotidienne, il y a de plus en plus de gens qui achètent du bio, il y a de plus en plus de gens qui se disent je vais moins manger de viande. Le nombre de végétariens, il augmente en France. Ça, c'est intéressant aussi, surtout chez les jeunes et autour de nous. Peut-être qu'il y a des gens qui se disent je commence à réduire ma consommation de viande. Ça a été mon cas. Ça, c'est nouveau. La progression, elle est par endroits. La consommation d'eau des ménages, c'est 7% de la consommation d'eau totale. 7%. Donc on n'est pas responsable de tout. Pourtant, on nous parle beaucoup de fermer le robinet quand on se lave les dents. Ça nous permet de nous concentrer sur un objectif. Évidemment que c'est important, mais ça ne suffit pas. Mais par contre, si tout le monde commence à fermer son robinet quand il se lave les dents, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout le monde a compris qu'il y avait un enjeu dans la prise de conscience collective. Et donc, on met la pression sur nos gouvernements. Et on peut exiger facilement du gouvernement qu'il fasse quelque chose sur les économies d'eau quand nous, on est exemplaires. C'est-à-dire que quand chacun chez soi a fait attention à fermer son robinet et qu'il n'y a plus de fuite chez soi, on est un fort lobby citoyen à pouvoir s'adresser à l'État et de dire mais nous faisons quelque chose, que n'y faites-vous rien? C'est exactement ce qui est en train de se passer sur le climat aussi. On est plein là sur le terrain, partout en France, à se mobiliser. Mais si notre État n'est pas exemplaire, je vous assure qu'on les attend au tournant. Et encore des tweets avec le hashtag FlashTalk. Il y a par exemple Laura qui nous dit les Chinois viennent de reconnaître qu'ils consomment plus de charbon depuis des années qu'ils ne le disaient. Est-ce que finalement les gouvernements nous mentent tous depuis des années? La COP21 est-elle de la foutaise? Vous pourrez répondre à ces questions dans un instant, mais avant une question de Sonner. Ça va? Oui, ça va. Ouais, sois pas timide, hein. Ça va. En fait, je voulais vous demander, il y a plein de moyens qui sont mis en place, comme les panneaux solaires, les éoliennes. Quels vont être les prochains moyens pour ce sujet? Ouais, pour lutter contre le réchauffement climatique. Vous allez intervenir juste après. Le premier moyen, un truc vraiment super efficace, c'est ce qu'on appelle le solaire thermique. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que des solutions d'énergie renouvelable, il y en a toujours une près de chez toi, la plus adaptée possible. Si tu habites à La Réunion, ça sera probablement de la géothermie parce que tu as un volcan qui est pas loin. Si tu habites à côté d'un barrage hydroélectrique, il vaudra mieux utiliser cette électricité-là. Il ne faut pas avoir une idée a priori. J'habite à la campagne, à Bazinville. À la campagne, en partie, ce que tu vas récupérer, c'est ce qu'on appelle du biogaz, c'est-à-dire du gaz qu'on va fabriquer avec la fermentation de tous les restes de ce qu'on a mangé. Par exemple, tu vois, les épluchures, on peut les faire fermenter, récupérer ce biogaz et faire de la chaleur surtout, et marginalement un peu d'électricité. Je peux dire un mot? Bien sûr, Godfrey. Je pense qu'effectivement, l'énergie qu'on va tirer des épluchures, c'est intéressant. Bien sûr, mais, il faut en parler. Non, c'est indébitablement intéressant. Je ne fais pas d'ironie. Et je pense qu'il y a un certain nombre d'énergies renouvelables qui un jour parviendront à être rentables sans être massivement subventionnées, ce qui était le cas aujourd'hui par l'argent public. Mais de manière fondamentale, je voudrais quand même qu'on se rappelle qu'on est ici en France, un pays qui a un génie qui lui est propre. Et ce génie s'est manifesté depuis la Deuxième Guerre mondiale dans un secteur qui s'appelle le nucléaire. Il y a une part considérable de l'énergie française qui est produite par le nucléaire. Je n'ai pas d'action
dans le nucléaire français. Donc quand je dis ça, c'est un point de vue objectif. Sinon, il devrait vous appeler parce que vous êtes très bon. Mais... Parfaitement désintéressé. Et donc, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas demain à la veille que la France va sortir du nucléaire. Qu'est-ce qu'on fait des déchets nucléaires, monsieur Godfredi? Qu'est-ce qu'on en fait? Je ne suis pas une solution vivante qui consiste à dire qu'on peut dire qu'il n'y a pas... Enfin, en l'occurrence, des accidents avec des déchets nucléaires, il n'y en a pas eu énormément. Aucune solution n'est parfaite. Je suis d'accord avec vous. Mais encore une fois, où on a un record mondial en termes de part de nucléaire de réalisme dans l'électricité. Dans un pays qui a témoigné de son génie dans le domaine nucléaire, dont l'un des derniers avantages comparatifs sur le plan économique est son parc nucléaire. Ce n'est pas demain la veille qu'on va remplacer les réacteurs par des épluchures. C'est d'ailleurs pour ça qu'Areva va si bien. C'est parce que c'est une vraie réussite technologique. Mais arrêtons, franchement, c'est une impasse économique, c'est une impasse écologique. Le nucléaire, ça a été démontré il y a quelques semaines, il n'est pas plus rentable que les énergies renouvelables. C'est un rapport officiel, un rapport indépendant, mais c'est un rapport qui est intéressant parce qu'il nous montre encore une fois qu'on s'est trompé sur le nucléaire. Et il y a eu une petite folie historique et politique. Et à un moment donné, un général de Gaulle, que vous connaissez sûrement, qui a dit il nous faut un fleuron industriel, il faut qu'on invente une fierté pour la France. Et du coup, on a effectivement sorti l'atome. On a commencé à développer ça, donc on a eu beaucoup d'électricité. Et pour utiliser cette électricité, on a construit plein de barres d'immeubles. Il y en a autour de cette université, on en a vu. Et comment on a fait? On a fait en sorte que dans toutes ces barres d'immeubles, elles se chauffent avec des convecteurs électriques, des grille-pains, qui consomment énormément d'électricité. Comme ça, on avait besoin de produire beaucoup d'électricité nucléaire. C'est comme ça qu'on crée des vérités énergétiques. Et ça, il faut bien l'avoir en tête. On est une exception mondiale en termes de part du nucléaire dans l'électricité. Je voudrais quand même rappeler que la France, en termes énergétiques, est beaucoup plus économe que la plupart de ses voisins. Donc présenter la France comme étant une espèce de gabegie de type URSS dans le domaine de l'énergie alors ça c'est totalement faux. Simplement, donnons un exemple très très simple qui donne une comparaison. En Allemagne, le kilowattheure est plus cher. Pourtant, l'Allemand de base dépense moins en électricité et en énergie tous les mois que nous. Pourquoi? Alors qu'on se dit, a priori, ça devrait être un avantage d'avoir une électricité pas chère. Sauf que d'avoir une électricité pas chère, quand ça vous incite à en consommer trop, malheureusement, ça vous pousse pas du tout à avoir une action qui est vertueuse. On vous entend, justement, on vous écoute. Parfois, toutes les marques se mettent au vert. On ne compte plus les initiatives sur le web pour parler d'écologie. Mais pourtant, on le disait tout à l'heure en introduction, il reste encore un quart des Français à convaincre. Et certains aux États-Unis expriment même un sacré ras-le-bol de l'écologie. Tout est compilé dans le Story Flash préparé par la plateforme de veille Twitter VisiBrain. Regardez. Tout commence le 7 octobre 2015. À l'instar de Kim Kardashian, Nicolas Hulot break the Internet avec la complicité de certains youtubeurs. Et ça casse la baraque, 8 500 000 vues en 3 semaines sur les réseaux sociaux et plus de 20 000 tweets avec le hashtag Ozon. Nicolas a fait appel à nous pour qu'on trouve quelque chose d'original pour sensibiliser Internet. C'est pas pour faire un lip dub. En fait, je pense que ce qui nous manque, c'est quelque chose de visuellement puissant, vous voyez? Un truc badass, quoi. Badass. Ouais, badass. C'est la vidéo qui est censée sensibiliser. Pertinent alors que Nicolas Hulot ne fait pas toujours l'unanimité. Il faut bien ça pour mobiliser les foules, notamment les plus jeunes. Les initiatives se multiplient, comme le WWF France et sa campagne hashtag de C'est trop, ou l'app mobile qui vous permet de devenir écolo en 90 jours. À l'aube de la COP21, l'événement qui va focaliser les attentions au sujet de l'environnement en décembre à Paris, les initiatives pullulent. Des lunettes éco-responsables, aux routes productrices d'énergie. L'écologie est désormais un business comme un autre. Les consommateurs veulent désormais des actions concrètes. Pour satisfaire cette tendance de fond, on flirte parfois avec les limites. Le greenwashing ou hashtag éco-blanchiment devient une seconde langue pour certaines marques. D'autres trichent carrément pour respecter les normes en vigueur, à l'image de Volkswagen, provoquant une prise de conscience des limites des politiques actuelles. Aux États-Unis, certains se mettent à réclamer un droit à polluer. Excédés par le diktat vert, ils font dégager par leur véhicule une fumée noire polluante. Le coal rolling est-il le symptôme d'un ras-le-bol pour l'environnement ? Et je suis avec Vincent qui lui aussi a répondu présent à l'appel de Flash Talk. Alors, est-ce que les écolos en font pas un petit peu trop ? Alors déjà, pour être précis, je n'ai pas répondu à l'appel de Flash Talk, j'ai répondu à l'appel ici à l'université parce que je n'ai pas Twitter. Ok, d'accord. Bon, comme ça, c'est réglé. Hein, tu rentres chez toi, Rafale.
Voilà. Et d'ailleurs, c'est marrant qu'on voit des réactions sur Twitter qui sont à peu près ni fait ni à faire. Je voudrais peut-être dire un mot, d'abord pour commencer, de ces sublimes abrutis que sont Nicolas Hulot et Yann Arthus Bertrand, par exemple. Ces gens décrédibilisent absolument l'écologie, qui est une chose sérieuse. Et voilà, quand on voit que ce genre de gens s'amusent à faire des pseudo-parodies sur YouTube, ça me fait doucement rire, parce que c'est vraiment des gens qui n'ont rien compris. Tu me permets une petite question, du coup, Vincent. Combien de personnes autour de ce tapis ont vu cette fameuse vidéo initiée par Nicolas Hulot? Ouais, ça fait quand même pas mal de monde. Ça fait quand même du monde, hein. Enfin, en tout cas, sur un public plutôt jeune. Et surtout, jeune, Nicolas ça Hulot marche, n'est pas là pour se défendre. On l'a invité, mais... Il n'est pas venu. Tant pis s'il n'est pas venu. Les absents ont toujours tort, je suis désolé. Un tout petit tac-au-tac, c'est que ça a été quand même vu par plus de 10 millions de personnes à qui on a dit bon, il y a un problème avec la planète, il faut s'en occuper. Est-ce que ça n'a pas un tout petit intérêt, même si je comprends tes critiques? Je vais répondre. Je suis désolé, mais ce genre de gens, il a fait une vidéo, elle fait 10 millions de vues. Très bien, super. Sauf que ces 10 millions de gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent ça, ils se foutent de sa gueule un petit peu, ils font rien après. C'est pas comme ça qu'on sensibilise les gens. Quelle est ta solution alors? C'est quoi ta solution? C'est comment? C'est quoi ta solution? Attendez. On n'est pas là pour apporter des solutions, on est là pour dire ce que font mal les autres. Il réussit plutôt bien. C'est son droit. C'est son droit. Tout le monde peut parler dans Flash Talk et on vous le prouve encore une fois. Non mais attendez, j'espère pas que vous attendez moi de trouver des solutions. Enfin, on attend tout le monde de trouver des solutions. Chacun peut essayer. C'est pas moi qui trouve les solutions. Simplement, je voudrais... Oui, allez-y monsieur si vous voulez. Non, je voulais juste vous dire un mot. Il y a 40 ans, il y a un monsieur qui s'est présenté aux élections présidentielles, qui était un écologiste, qui se présentait même pieds nus, qui s'appelait monsieur Dumont, et qui à l'époque a parlé de réchauffement climatique. Je peux vous assurer qu'on se moquait bien de lui et qu'on disait bien que c'était un hurluberlu et que c'était pas sérieux. En 40 ans, de gens qui ont essayé de faire de la présence médiatique, essayer d'expliquer un peu mieux. De réveiller les consciences. Voilà, de diffuser en fait une information. Mais maintenant, ne soyons pas trop critiques pour ceux qui essayent de toute leur force. Moi, j'aimerais avoir la visibilité médiatique d'un Nicolas Hulot. J'aimerais être aussi connu pour pouvoir porter plus loin et plus fort ma parole. Malheureusement, il faut que je m'appuie sur des gens qui ont déjà une assise médiatique. Moi, j'ai longtemps pensé comme toi, et juste, c'est que je me suis dit, il faut plusieurs niveaux, en fait. Il faut des niveaux pour les gens qui sont très engagés, il faut des niveaux pour les gens qui sont un peu engagés, et des niveaux pour des gens qui sont pas du tout engagés. Et donc, c'est important d'avoir cet éventail-là de solutions pour que tout le monde puisse se raccrocher à cette idée. Effectivement, on n'est pas. Toi, tu es peut-être très engagé. Il y a des gens ici qui sont moins engagés. Je ne le suis pas. Tu n'es pas du tout engagé. Non, mais bon, je vais répondre à tout ce que vous venez de dire. Alors, je ne suis pas engagé. Simplement, je trouve assez dégueulasse que des types comme lui, qui font des Ushuaïa Nature à rallonge sur France 3 et qui amusent le peuple, en gros, ou sur TF1, peu importe. Ça me fait mal que des sujets intéressants et sérieux, parce que c'est un sujet sérieux, c'est pas un sujet sérieux pour la Terre, parce que la Terre, elle se régénérera toute seule dans des millions d'années. C'est un sujet sérieux pour nous et nos générations futures. Ça me fait crever de voir que ces enfoirés se font du fric là-dessus. Qui vous dit que cet argent n'est pas réutilisé En fait, ça alimente sa fondation. Après que monsieur Hulot soit payé par l'Élysée pour être négociateur et qui participe à des émissions télé, qui soit payé quand il bosse, moi aussi je suis payé quand je bosse, et tant mieux, hein, ça me fait manger, quoi. Il y a un cas qui est beaucoup plus intéressant, c'est Al Gore. Al Gore aux États-Unis, Al Gore, bien sûr, a fait ancien un film vice-président. aussi, bien sûr. Lui, là, ta critique, elle est pertinente parce que lui, on n'a pas affaire à un petit amateur provincial. On a affaire à quelqu'un qui a bâti une véritable fortune colossale à l'échelle mondiale en étant effectivement dans le business du green et du greenwashing, etc., etc. Donc ta critique est fondée. Mais par contre, je pense qu'il faut distinguer. Il y a des gens qui parviennent, en d'autres termes, à faire de l'argent avec un message. Ça ne veut pas dire que le message en tant que tel est nécessairement mauvais. La démocratie, c'est la contradiction intelligente. Bien sûr, on est là pour le prouver. On a besoin d'une contradiction intelligente, c'est-à-dire pas de posture, mais d'une contradiction intelligente, parce que ce qui nous enrichit, c'est d'avoir un dialogue. Donc une parole qui serait monolithique, de toute façon, elle serait inquiétante parce que ça voudrait dire qu'elle serait forcée, probablement. Parce qu'il est normal d'avoir une partie de la population qui doute, et tant mieux, parce que moi, ça me fait quelqu'un, d'abord, de plus à convaincre, déjà, super, mais surtout parce que c'est enrichissant d'avoir quelqu'un qui va me chercher dans mes retranchements et qui va me dire, mais est-ce que tu es bien sûr que l'éolien, c'est bien compétitif par rapport au nucléaire? Et moi, je développe ensuite une étude avec un certain nombre de gens extrêmement sérieux qui prouvent que le nucléaire n'est en rien une solution au problème climatique, par exemple. Et on se presse autour du tapis de Flash Talk pour nous poser des questions. Axel, par exemple. Oui, je voulais savoir, tout le monde dit que la COP21 sera un échec. Qu'est-ce que vous en pensez ? Eh bien, écoutez, la COP21, c'est très simple. Je vais vous dire par avance quel sera le résultat de la COP21. La COP21, il y aura ce qu'on appelle le fonds vert. Le fonds vert, ça va consister pour les pays développés, ou soi-disant développés, c'est-à-dire nous, à verser chaque année 100 milliards
100 milliards de dollars aux pays en développement. Ça va être ça. Et le seul moyen pour nous, l'Occident, de faire venir à la table de négociation des pays comme l'Inde ou la Chine, ce sera effectivement de nous engager sur 100 milliards. Et je voudrais quand même que l'on réfléchisse à ça, parce que pendant toute l'époque de l'URSS, l'Occident a versé des montants assez considérables, sinon comparables, à ce qu'on appelait à l'époque le tiers-monde, soi-disant pour que le tiers-monde, à l'époque, se développe. Donc ici, c'est un peu le contraire. Ça n'a pas marché du tout, et ça a alimenté des circuits de corruption qui sont absolument astronomiques. Ici, on s'apprête, pour des motifs différents, à refaire exactement la même chose. Et donc ça va être ça le cœur finalement de la négociation. Vous savez, il y a Oxford. Je te rassure, ça ne sera pas totalement un échec. Ça sera pas totalement un échec. Oui, on risque d'avoir un accord qui n'est pas suffisamment ambitieux pour tenir les 2 degrés. Et ça, il faudra se battre encore pour réussir à améliorer les objectifs. En revanche, il y a un truc qui est déjà pas un échec. C'est, regarde le monde qui est ici pour parler de ça et à quel point, en fait, on a une société qui de plus en plus se dit, eh bien, moi, je vais en prendre ma part. Oui, je vais exiger que les États en prennent leur part. Les négociations internationales, c'est les États qui négocient. Donc il faut qu'ils prennent leur part. Tout seul, j'y arriverai pas. Mais moi, je commence à le faire. Et il y a des gens qui sont en train d'inventer d'autres manières de vivre ensemble. Et franchement, ça vaut le coup d'aller regarder. Donc rassure-toi, ça sera pas totalement un échec. On aura des déceptions. Mais tu le disais tout à l'heure, il y aura forcément des objets de satisfaction parce que le travail, on a commencé à le faire déjà ensemble. Les gouvernements s'engagent sur le papier pour un résultat plus que relatif. Alors comme souvent, les citoyens, vous, Axel, moi, prennent les choses en main. C'est le cas de Jean-Jacques Fasquelle. Il est maître composteur en plein Paris. Il élève même 4 petites poules au beau milieu des tours HLM du 12e arrondissement de Paris. Valérie l'a rencontré, c'est le 3 minutes. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Valérie. Alors là, vous nous emmenez où? Je vous emmène au Jardin Santerre. Donc on est dans le 12e arrondissement, en plein Paris. Ouais. Où on a, vous allez voir, une zone de compostage, un jardin partagé et un poulailler. Hâte de voir ça. Jean-Jacques Fasquelle est maître composteur. Il y a 7 ans, il décide de mettre en place un système de récupération des ordures pour produire du compost et ainsi alimenter le jardin du quartier situé au beau milieu des bars HLM. Donc là, je vais vider mon bioseau. On peut revoir à peu près ce qu'on met aussi dedans. Donc je parlais des coquilles d'œufs broyées. Là, on a quelques fruits, marc de café avec le filtre. C'est pas très grave? Alors non, au contraire, puisque le filtre, c'est du papier. Oui. Donc on a cette partie carbone dont on a besoin de toute façon pour faire notre équilibre. D'accord. Deuxième geste qu'on demande à chacun, ça va être de mélanger et d'aérer. Donc on a alors il y a différents outils, mais celui-là est plutôt un outil pratique. C'est une genre de petite encre. Ouais. Donc, et c'est quoi la fumée? La fumée, c'est grosso modo c'est le travail des bactéries qui, en décomposant la matière, vont créer de la chaleur. Vous avez vu, ça grimpe vite. Mais non. Bah ouais, on est déjà à 40 degrés. Même 45? Ouais. Après avoir bien mélangé, dernière étape, recouvrir le compost de matière sèche. Et le fait de recouvrir, ça évitera aux petits moucherons de proliférer, notamment en été quand on a des températures un petit peu chaudes, des choses sucrées. Une fois par semaine, les bénévoles de la résidence vont brasser le compost et 6 mois plus tard, la matière en décomposition est mûre. Là, ça vous permettra de mieux voir la qualité du compost. Ça sent pas grand chose en fait, si? Là, il a peut-être beaucoup plus. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est fou comme ça pas. Oui, ça sent la terre, oui, c'est ça, la forêt. Ça sent l'humus forestier. Ce compost ira directement alimenter le jardin qui donnera ses meilleurs fruits et légumes et que les habitants de la résidence se partageront équitablement. Et là, donc là, on va voir les poules. Je peux la toucher? Bien sûr. Elle va pas me manger? Oups. Non. Le poulailler est parfaitement complémentaire à ce système écologique. Tout ce qu'on ne met pas dans les bacs à compost, on peut leur donner à manger. Là, par exemple, j'ai mis de côté des petites croûtes de fromage. Ça, c'est un peu le festin du roi, quoi. Ah bah ouais. Ah ouais, ça, elles aiment bien. Ils adorent. Elles sont pas malheureuses en ville. Quand on voit quand même l'espace qu'elles ont ici, il y a beaucoup de poules à la campagne qui sont dans 3-4 mètres carrés. Donc là, elles ont quand même de la place, elles sont super bien nourries. Un œuf. Là, on a un œuf, donc ça c'est l'œuf de la poule rousse, puisque les œufs de la poule marron est beaucoup plus foncé. Une belle récompense pour cette initiative citoyenne qui s'est déjà reproduite dans 350 lieux parisiens, en prenant pour exemple Jean-Jacques, son compost et ses poules.
Alors non, les poules n'ont pas tweeté, mais par contre, Michel l'a fait avec le hashtag FlashTool qui nous dit « Le marché est aujourd'hui dans une vision court-termiste. Il n'est pas fait pour anticiper notre monde dans 10 ou 20 ans. Il est nécessaire de changer le modèle économique. » Et j'ai été rejoint par Michael aussi, qui lui a répondu à notre invitation hashtag FlashTool et qui est porte-parole national des jeunes écolos, je me trompe ? Oui, tout à fait, c'est ça. Moi, je trouve ça très intéressant justement qu'on présente en fait toutes ces initiatives individuelles, parce que nous, notre mouvement chez les jeunes écolos, on est vraiment convaincus que de toute façon, malheureusement, c'est de là que viendra la solution. On l'a dit tout à l'heure, pour l'instant, les contributions sont plutôt mauvaises. Au niveau national, on s'entête à créer des aéroports, on s'entête à faire des subventions pour des énergies non renouvelables, parce que vous citiez tout à l'heure les énergies renouvelables, mais le charbon, malheureusement, est toujours subventionné en France aussi, ce qui est quand même encore une catastrophe. Au niveau local, c'est pas toujours le cas. La circulation alternée sur Paris, ça marche pas très bien. Il y a très peu de mairies qui s'engagent vraiment dans l'écologie. Par contre, qu'est-ce qui pourrait être une initiative un peu forte, quelque chose de symbolique d'écolo? Nous, quand on fait des forums ou des séminaires, par exemple, au sein des jeunes écolos, on s'engage vraiment à se nourrir quasiment que de récupération alimentaire des marchés pour lutter contre le gaspillage alimentaire. On fait exactement pareil pour construire un camping, on fait que de la récupération, on fait que de la seconde main. Et c'est vraiment tous ces petits gestes en fait, du quotidien qui nous permettent à nous, à la fois déjà de porter plus fort notre message, parce qu'au moins on est cohérent avec les choses que l'on dit toute la journée et ce qu'on défend toute la journée, mais en plus du coup on peut montrer aux gens que finalement c'est pas vraiment une contrainte et que c'est aussi améliorer son cadre de vie que d'utiliser ces alternatives. Et si vous êtes dans le même délire que Mickaël, vous continuez à discuter avec nous, hashtag FlashTalk. C'est pas un délire. Moi, je suis certain qu'on n'arrivera pas à convaincre les gens d'être écologistes dans leur comportement sans montrer le plaisir qu'on y retire. Comme là, par exemple. Moi, je suis un hédoniste de l'écologie, je vous jure, je suis arrivé à l'écologie par plaisir. J'aime faire du vélo, c'est une manière géniale de se déplacer. Si vous arrivez à avoir un boulot pas trop loin de l'endroit où vous habitez, se balader en vélo, outre le fait que c'est responsable, écolo, ça aimait pas, ça me fait faire des économies et en plus c'est une super qualité de vie. Manger des produits de saison près de chez soi, c'est la garantie de manger des produits mûrs en saison et pas des produits qui sont allés en mûrissoir. Ça aussi, c'est une source de plaisir. Bien souvent, et moi j'ai aussi la satisfaction, je suis désolé, mais quand je fais durer un produit, j'ai la satisfaction de ne pas aller le racheter. Oui. C'est bête, Bien mais sûr, c'est de l'argent que j'ai pas envie de dépenser à ça. Je préfère le dépenser à être ensemble, à me taper une bonne bouffe avec des copains, plutôt que de devoir aller racheter un objet une fois de plus. La question qui est posée derrière tout ça, c'est est-ce que finalement c'est aux citoyens, est-ce que c'est à chaque individu d'agir dans son coin aussi. Et du coup, que font les pouvoirs publics? Je le disais tout à l'heure sur le fait qu'on est d'autant plus légitime à exiger des pouvoirs publics et des États qu'on est exemplaire soi-même. Mais là, vous avez parfaitement raison, c'est que sans relais politique, c'est-à-dire que si notre volonté individuelle ne finit pas par s'incarner dans un projet politique, malheureusement, ça risque d'être vain et de pas foisonner comme ça a besoin. L'effet tache d'huile ne suffit pas. Il va falloir structurer un petit peu tout ce qui est en train de s'inventer en économie du partage et la favoriser. Parce que malheureusement, pour l'instant, il y a essentiellement une économie ultralibérale qui est favorisée. Et il faut... Je ne suis pas l'économie ultralibérale. Je crois, monsieur, que vous êtes réclamé d'une économie libérale, si je ne m'abuse. Donc, jusque-là, l'économie ultralibérale est subventionnée. L'économie du partage, elle n'est vraiment pas aidée. Quand on a des manifestants pacifistes qui disent « laissez la justice passer », on les criminalise et on dit qu'il va falloir les évacuer à grands coups de pompe dans le derrière. Si je peux me permettre un mot peut-être, pour une petite nuance par rapport à ce que vient de dire monsieur, ce que je trouve intéressant avec le genre d'initiative dont monsieur parlait, c'est qu'elles ont une certaine authenticité. Donc on parle de gens qui sont prêts... On le fait sincèrement. C'est ça. Non mais c'est pas ça. Ce sont des gens qui sont cohérents par rapport à leur engagement. Donc ils sont prêts à faire un certain nombre de sacrifices personnels pour être cohérents. Voilà, pas nécessairement. Enfin bref, il y a quand même un certain nombre de choses que certains peuvent vivre comme un sacrifice. Voilà, pour aller dans cette direction. Moi, je vis mieux. Mais je voudrais quand même dire une chose, c'est que le discours que j'entends ici, à la fois les questions, les réponses, le public, etc., est assez unanimiste. Il faut se souvenir qu'il y a des pays, non seulement dans les pays en développement, mais dans un pays qui nous est proche, géopolitiquement parlant, comme les États-Unis, où l'écrasante majorité d'un certain nombre d'électeurs, disons par exemple du Parti républicain, sont encore assez sceptiques. Quand il y aura cette COP21 qui va débuter ici au mois de décembre, il y a des questions beaucoup plus fondamentales qui se poseront. Nous n'en sommes pas encore... Mais comme la question du GIEC, par exemple, il y a effectivement un certain nombre de scientifiques qui sont des sceptiques, c'est une chose, et puis il y a un certain nombre d'épistémologues ou de professeurs de philosophie ou autres qui considèrent que les rapports du GIEC n'ont pas la scientificité dont ces rapports se prévalent. Ce sont des questions... Je termine juste sur un point. Le Parti républicain, c'est-à-dire la majorité du Parlement américain,
est aujourd'hui, comme on dit, climato-sceptique. Donc, indépendamment des opinions que nous pouvons avoir, nous, il faut se rendre compte que les choses, les jeux ne sont pas faits. C'est ça que je veux dire. Donc, je précise, parce que vous dites qu'il y a un certain nombre de scientifiques, on entend toujours ça, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, il n'y a pas une unanimité autour du changement climatique. On va préciser les choses très clairement. Le GIEC, c'est une organisation, il y a plusieurs centaines d'experts qui se réunissent et qui travaillent pendant plusieurs années, qui analysent différents rapports qui ont été produits de manière indépendante et qui produisent des conclusions. 95%, c'est beaucoup, 95% des scientifiques sont d'accord avec ces conclusions. Et ça, c'est calculé non pas par des pays, non pas par des États, mais c'est quand on voit le nombre de publications qui disent il y a un problème et le nombre de publications qui disent il n'y a pas de problème. Il y a 95% des publications scientifiques qui disent qu'il y a un problème. Donc ça, c'est clair. Il faut arrêter de débattre là-dessus, évidemment. Il y a des gens qui continuent de penser qu'on peut arrêter de se battre pour ça. Mais moi, je me demande à quoi ça sert. À quoi ça sert? S'il y a le moindre doute, s'il y avait même que 5% des gens qui disaient il y a un problème, ça vaut le coup de s'engager là-dedans. Vous m'interpellez, je me permets de répondre. À quoi ça sert? Avec un livre. Ça s'appelle la liberté de penser. Ceux qui veulent avoir un avis un tout petit peu discordant peuvent lire « Le GIEC est mort, vive la science ». C'est une critique qui n'est pas une critique climato-sceptique. Le GIEC prétend être une organisation scientifique. C'est marqué sur le site du GIEC. Est une organisation je démontre dans ce livre de manière indubitable que le GIEC est une organisation politique. Tout est là pour moi. Je ne dis pas que j'ai raison nécessairement, mais je pense que ce sont des arguments qui peuvent être entendus et ceux qui veulent le faire pourront lire ce livre. Le GIEC porte des conclusions qui doivent être adoptées au niveau politique. Donc évidemment qu'il y a une dimension politique très forte dans les conclusions du GIEC, mais avant tout, ce sont des scientifiques qui proposent des arguments scientifiques. Le GIEC, il faut dédramatiser, c'est la compilation d'un certain nombre de revues et d'études scientifiques à l'année, et il tire les tendances à partir de ces conclusions. Pour vous donner une petite idée, les premiers scénarios du GIEC qu'ils avaient fait, il y a un scénario optimiste, relativement pessimiste et dit catastrophiste. Bien, sachez que à chaque révision des prévisions du GIEC, le scénario qui était catastrophiste la fois d'avant est dépassé. C'est révélé, ouais. C'est-à-dire, mais dire que le GIEC serait un institut scientiste ou je sais pas quoi, c'est totalement faux, parce que malheureusement, c'est extrêmement réducteur. Après, et puis c'est surtout pas le débat. Enfin, en tout cas, j'aimerais qu'on avance un peu, parce qu'on n'est pas là pour débattre du GIEC. Tout à l'heure, vous disiez, est-ce que les États, que font les États? Et évidemment, les États, on partait surtout des citoyens qui chacun mettent leur petite pierre à l'édifice, mais jusqu'où et comment? Évidemment que tout seul, on ne peut pas sauver la planète, nous tous ensemble, les citoyens, si on n'a pas à un moment donné le soutien des États. Ça, c'est sûr. Moi, c'est pour ça que j'ai créé 90 jours. 90 jours, c'est une application mobile que vous installez sur iPhone ou sur Android. Bon, tout le monde s'est installé une application mobile aujourd'hui. Eh bien, ça va agir comme une sorte de coach. Il y a des coachs pour arrêter de fumer, il y a des coachs pour faire du sport. Là, c'est un coach pour créer sa propre écologie. C'est pas la panoplie du parfait écolo, c'est pas le guide de tous les éco-gestes possibles. C'est une suggestion d'un début, une manière de commencer à se mettre en mouvement et à se poser des questions. Et on a tous une responsabilité, on a tous un acte politique quand on fait ses courses, on a tous un acte politique quand on paye sa facture d'électricité. Il faut qu'on garde ça en tête, c'est très important. Et donc avec 90 jours, on vous propose, pendant une courte période, un défi. Pourquoi? Parce qu'on a envie de dire bravo. Et l'écologie, elle doit dire bravo. Et ça, c'est très important parce que vous allez être fiers de aussi, le faire. Pardon Elliot Lepers, de dire bravo à tous les internautes qui nous suivent, puisque vous êtes à la fois aussi passionnants et passionnés que nos invités. Il y a par exemple Mathieu 21 qui dit pour ma part, je suis plutôt alarmiste et fataliste. L'homme attend le point de non-retour pour agir et pourtant il est déjà trop tard. Je me permets aussi de citer une information du fil France TV Info qui dit la hausse de la température moyenne sur Terre va atteindre pour la première fois plus 1 degré en 2015 par rapport à l'ère pré-industrielle. Et je crois que j'ai trouvé la question la plus mignonne de cette émission. On a hâte de l'entendre alors. Puisque François, on a une à vous poser. C'était parce que tout à l'heure, on a parlé des épluchures. Je suis d'accord, c'est très bien. Mais est-ce que vous croyez vraiment qu'on va pouvoir faire de l'électricité pour tout le monde dans cette planète grâce à des épluchures? Je suis d'accord, il faut manger des fruits, mais à ce point-là... Alors, 5 fruits et légumes. T'as raison, il n'y aurait pas assez d'épluchures pour tout le monde. Ce que je voulais dire, c'est que quand tu as besoin d'énergie renouvelable, la première chose que tu dois te poser comme question, c'est comment je fais pour avoir besoin du moins d'énergie possible. Ça, c'est sûr. Et après, il va falloir aller chercher toutes les solutions durable pour faire de l'énergie. Il se trouve que les épluchures, c'est bizarre, mais quand ça se décompose, ça peut dégager du méthane, tu vois, sans oxygène. Et le méthane, ça brûle super bien et ça fait bien de la chaleur. Il faudra utiliser aussi ça si on veut se passer de pétrole et si on veut se passer de nucléaire, ce qui serait très raisonnable quand même.
Et un truc qu'on entend souvent, c'est qu'il faudrait 2 planètes pour qu'on réussisse à vivre. On a démarré l'émission Voilà. comme ça. Mais je trouve qu'on dit cette phrase très rapidement. On dit il faudrait 2 planètes. Bon, d'accord, 2 planètes, ok, alors là on en a une, comment on va faire? Il faut qu'on en trouve une deuxième. Bon. Mais en fait, il y a une notion qui s'appelle le jour du dépassement. Ouais. Cette année, c'était le 13 août. À partir du 13 août, on commence à consommer tous ensemble. Les humains, ils commencent à consommer des ressources qui ne seront pas renouvelées l'année prochaine. Aujourd'hui, cette année, c'est le 13 août. Chaque année, c'est de plus en plus tôt. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, on consomme trop. On consomme trop. Et donc la première chose à faire, c'est ça. Et évidemment, c'est là que ça passe individuellement, c'est là que ça passe au niveau des États. Et une fois qu'on consommera moins, on ne va pas remplacer les réacteurs nucléaires par des épluchures. Là-dessus, tu as raison. Et c'est pas il y a d'autres punition. solutions. Et c'est pas une punition de consommer moins. Encore une fois, si j'achète une machine à laver qui dure 10 ans au lieu de 2 ans, je serais bien content de consommer moins, honnêtement. Hein. Messieurs, je vais vous prouver que dans cette émission, tout le monde peut participer. Bien sûr. Car il y a derrière moi un extraterrestre. Je vous en prie. Oui, bonjour. Merci de donner la parole à un extraterrestre. Hein. Merci pour votre tolérance et votre ouverture d'esprit. Alors voilà, on n'était pas venu depuis l'Égypte antique. Et c'est un truc de dingue comme vous avez régressé. D'abord, vous vous êtes reproduit, il y en a partout. Dès que vous arrivez quelque part, vous détruisez tout votre environnement, comme s'il n'y avait pas d'avenir. Vous faites caca dans l'eau, ce dont vous avez le plus besoin. 5 millions d'humains sont morts à cause de l'eau l'année dernière. Vous êtes fait à 70% d'eau et vous faites caca dedans. Vous vous asseyez sur des sièges à caca et vous déféquez dans l'eau. Et il y a pire, hein, parce que plutôt que vous servir de vos doigts, de pierres polies ou de feuilles de végétaux tout simplement, vous coupez 27 000 arbres par jour juste pour vous torcher le cul. Et pourtant, j'en ai visité des galaxies. Hein. Un tel niveau de loupé avec tout ce qu'on vous avait transmis, c'est du jamais vu. Hein, finalement, on aurait peut-être dû choisir les pieuvres plutôt que des singes. Mesdames et messieurs, Nicolas Koreski. Nicolas Koreski, que vous pouvez applaudir. Merci. Merci, puisqu'il n'est pas que martien, il est en spectacle au théâtre du Gymnase. Son spectacle s'appelle Point de rupture. C'est tous les jeudis à 21h30 à Paris jusqu'au 31 décembre. Merci Nicolas. Merci encore. Vous pouvez l'applaudir encore une fois, s'il vous plaît. Eh bien voilà, c'est fini, Flash Talk. Eh oui, c'est déjà fini, mais vous reviendrez tous. Merci beaucoup, Elliot Lepers, d'avoir participé à cette émission. Merci, Adrien Godfredi, d'être venu. Merci, Benoît Hartmann, d'avoir participé à cette émission. Merci, à vous tous, à notre public, applaudissez-vous. Eh oui. Merci d'être venu. Toujours aussi intelligent. Merci aussi beaucoup. Nombreux. Vous faites cette émission, donc n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter pour venir débattre avec nous, car vous avez la parole. Évidemment, merci à nos partenaires Move et le magazine L'Étudiant. Et nous, on se retrouve dans au moins 15 jours sur LCP et François. Salut. Ciao.